troisième, on va dire, troisième nouveau droit aux actifs. Que diriez-vous de recueillir à chaud le témoignage d'un acteur de l'entreprise? Et pour cela, je demande à Madame Chantal Gaillard, responsable RH du groupe Cogir, de venir au salon nous rejoindre. Asseyez-vous. Voilà. De venir nous rejoindre. Alors, je rappelle que le groupe Cogir regroupe les 4 casinos sur les 2 départements de Martinique et de Guadeloupe, et qu'il regroupe aussi près de 500 salariés. Donc, c'est un groupe qui a, on dirait, un nombre de salariés important, et nous serons très heureux de vous entendre. Donc, je passe la parole maintenant à Jean-Philippe Cepède. Merci, Max. Bonjour, madame. Le micro. Attends, il faut. La tête était éteinte, il faut peut-être appuyer ici. Oui, c'est ça. Vas-y. Vas-y. Est-ce que la lumière doit s'allumer? Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous, rebonjour. Bonjour madame, ravi de faire votre connaissance. Donc, de nouveaux droits apparaissent, et en particulier donc, ce nouvel instrument. Vous vous occupez des ressources humaines, ce pilotage que suggère le législateur, que suggèrent les partenaires sociaux dans leur accord. Comment l'appréhendez-vous? Est-ce que ce nouveau mécanisme va impacter votre métier? Comment percevez-vous cette initiative donc, du législateur? Alors, c'est vrai que cette réforme, qui est une réforme d'ampleur, va impacter nos métiers, parce que c'est une réforme qui est malgré tout complexe et technique, et qui va modifier en profondeur le mécanisme de financement de la formation. Ça, c'est une première chose, mais ça reste aussi une réforme intéressante, puisqu'elle permet de mettre la formation au cœur des orientations stratégiques de l'entreprise. On doit réfléchir en amont avant de mettre en place de la formation. Il ne s'agit pas de former, de dépenser pour former, mais il faut le faire dans une dynamique qualitative. Donc c'est vrai que pour nous, responsables RH, dans nos métiers, ça va être complexe, parce que c'est une réforme qui se rajoute à de nombreux dispositifs qui existent déjà. Mais nous voyons malgré tout dans cette réforme la volonté de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, nous étions déjà dans cette dynamique au travers de d'autres dispositifs, mais cette réforme nous invite à le faire, à être encore plus dans cette dynamique. Alors, évidemment, le code personnel de formation, c'est la clé de voûte de cette réforme, parce qu'elle apporte une très grande nouveauté. Elle n'est pas attachée au contrat de travail, elle est liée à la personne et à tout son parcours, dès son entrée dans la vie professionnelle jusqu'à sa sortie de son parcours, donc le départ à la retraite. Donc beaucoup de travail en perspective pour nous, parce que nous aurons aussi à travailler avec les partenaires sociaux, parce que pour que cette réforme soit mise en place dans les meilleures conditions, il est intéressant d'échanger, de former, d'informer les partenaires sociaux pour mettre en place des accords qui nous permettront de mettre en place le financement de ce code personnel de formation. Nous sommes dans l'attente des décrets qui sont encore nombreux à venir. Oui, en effet, des décrets, mais vous évoquez un dialogue social qui va donc devoir s'enrichir de ces nouveaux dispositifs. Et ce calendrier de la négociation, il n'est peut-être pas encore écrit, mais il est certainement devant vous. Vous avez évoqué la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Effectivement, c'est l'ambition qui est proposée pour les entreprises de 300 salariés et plus. Donc on franchit une étape supplémentaire par rapport au positionnement du plan de formation et de son budget de formation. On n'est plus sur la logique d'une dépense de formation, on est sur une logique de stratégie de formation avec la prise en compte de l'évolution des emplois.
Et justement, sur cette approche qualitative, que pensez-vous de ces 3 critères, la certification, l'évolution professionnelle ou salariale, avoir suivi au moins une action de formation? Est-ce que ces 3 critères qui apparaissent dans l'étape de l'état des lieux vous paraissent pertinents? Est-ce que vous serviez déjà de ces critères ou est-ce que ce sont des critères que vous allez devoir intégrer dans votre tableau de bord? Alors effectivement, ce sont des critères que nous allons devoir intégrer. Il est vrai que le parcours de salarié n'est pas linéaire. Aujourd'hui, un salarié peut être amené à changer d'entreprise 4 fois dans son parcours, alors que ses parents le faisaient peut-être une fois et demie. Et donc, il est important de les accompagner, d'accompagner les salariés dans l'élaboration de ces parcours, parce qu'on a une responsabilité sociale. On ne peut pas laisser un poste. Il est inimaginable aujourd'hui de laisser un salarié à un poste de travail sans qu'il soit formé sur les évolutions de son poste, évolutions technologiques ou autres, ou sans, et c'est en ce sens que les entretiens professionnels sont très intéressants, même s'ils seront difficiles à mettre en œuvre. Ça, c'est une réalité, on ne doit pas l'oublier, parce que nous avons déjà d'autres outils qui doivent être mis en œuvre, comme l'entretien d'évaluation, et ça va être un outil difficile à mettre en place, mais ils vont servir aux salariés à trouver à participer au développement de l'entreprise. Donc nous sommes en attente, bien entendu, puisque nous dépendons d'une branche d'activité qui est celle des jeux de hasard, des casinos. Donc nous attendons aussi de voir quelles sont les orientations qui seront données par notre branche d'activité, qui est une branche assez active. Bien sûr, en effet, la négociation est à plusieurs niveaux attendue. Et effectivement, les décrets aussi sont attendus, mais ce travail des partenaires sociaux sera très important. Peut-être une dernière question concernant la disparition du DIF et l'apparition du compte personnel de formation. Pour vous, le droit individuel à la formation, vous allez le regretter ou vous ne l'avez pas marché? Nous n'allons pas le regretter, parce que c'est vrai que le taux d'utilisation du DIF est très faible. Il me semble qu'à un niveau national, il doit être à 4,9%, donc ça veut tout dire. Et puis, avec le CPF, nous ferons du qualitatif, puisque nous allons nous diriger vers des formations certifiantes, diplômantes, qualifiantes, donc avec des résultats plus intéressants pour le salarié et pour son parcours professionnel, toujours dans un contexte où l'entreprise doit aussi y trouver son compte, donc une relation gagnant-gagnant. Très bien, écoutez, merci pour ces points de vue. Donc nous allons... Oui, effectivement, Jean-Philippe, si vous êtes d'accord, nous allons prendre quelques questions dans la salle avant de clore ce premier temps fort de la matinée. Alors, il y a donc 2 micros, donc on récupère vos micros si possible. Alors, des questions au niveau du compte, pas du compte personnel, du conseil en évolution professionnelle et aussi au niveau de l'entretien professionnel avant de vous permettre de faire une pause, je dirais, bien méritée. Une question? Donc, je me présente, Jean-Pierre Azin, chef de projet, secrétariat permanent de la collectivité de Saint-Martin. Ça concerne plutôt... Approchez le micro. CEP, pardon. Moi, je voulais savoir, concernant le terme qu'employait Mme Benet, le maillage territorial, étant donné qu'il y a différentes structures qui vont intervenir, est-ce qu'il va y avoir un portail Internet ou encore une plateforme d'accueil qui permettrait donc globalement de connaître les compétences de chacune des structures? Les fermer le micro. Est-ce que vous pouvez reprendre la dernière partie de la question, s'il vous plaît? Donc je disais que, étant donné qu'il y a différentes structures qui vont intervenir, donc y a-t-il l'idée de mettre en place une plateforme d'accueil pour permettre de connaître l'ensemble des compétences de ces opérateurs?
En fait, les opérateurs seront choisis sur la base d'un cahier des charges et devront proposer exactement le même service à tous les bénéficiaires, en fait, à tous les demandeurs. Donc, par contre, l'information leur sera communiquée via différents sites. Ça peut être un portail dédié. Je pense qu'à la base, en fait, rien n'est encore fait à ce niveau-là. Tout est à faire. Donc, nous aurons, enfin, les pilotes devront mettre en place un certain nombre d'outils de communication au départ pour informer le public sur l'existence de ce réseau. Il va y avoir un réseau de structures proposant la prestation conseil en évolution professionnelle sur la base du cahier des charges, du même cahier des charges. Je ne sais pas si j'ai répondu. Une autre question? Oui, devant, si c'est possible d'avancer le micro. Vous pouvez relever la main pour que les personnes vous voient. Voilà, il y a deux personnes qui ont levé la main. Oui, derrière aussi. Mais, oui. Bonjour, je suis Karine Barthélémy, donc du Carrefour Guyane. J'ai une question concernant donc le CEP en termes de professionnalisation justement de ces acteurs. Donc visiblement, ça va être un dispositif, enfin une prestation qui sera en fait dispensée par le SPO, par les acteurs du SPO, en gros. Alors savoir un peu quelles vont être les phases en termes, enfin les étapes en fait de professionnalisation de ces acteurs. Est-ce qu'on est sur une entrée, sur une mise en place du dispositif donc à destination des bénéficiaires à la date du 1er janvier 2015? On reste sur les mêmes dates. Et voilà, donc nous, la question qu'on se pose, c'est que la deadline est proche et qu'au niveau de la professionnalisation, et je reviens sur l'expérimentation dont vous parliez en Pays de la Loire, quelles ont été, eux, leurs pré-étapes à la mise en place justement de ce CEP? Il y a Marie-Claude encore. D'après les éléments que j'ai, parce que je n'ai pas forcément réponse à tout, le CEP, en tout cas dans cette région, s'est beaucoup appuyé sur les structures existantes, telles que les CIBC, mais également d'autres structures partenaires, des structures telles que la CCI, mais également des espaces compétences, qui avaient déjà, entre guillemets, un personnel formé avec, en tout cas, un socle de compétences de base permettant d'assurer à minima le conseil. Mais je pense que dans cette région comme dans les autres, il est évident qu'il faudra mettre en place un programme de professionnalisation. Il est même d'ailleurs prévu au plan national la création d'un titre professionnel de conseiller en évolution professionnelle. Donc, malgré tout, assez rapidement, il devra y avoir un programme de professionnalisation sans aller jusqu'au titre, mais qui prépare, qui forme aux compétences nécessaires pour assurer l'accueil et le conseil vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des bénéficiaires. Donc ça, je me tourne vers la directrice générale de la GEFMA, qui est déjà en charge de la professionnalisation des acteurs. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'un programme tel que celui-là soit proposé dans les mois à venir. Peut-être le micro, parce que nous enregistrons les échanges. Oui, bonjour. Donc en fait, je sais pas, on m'entend? Oui. Donc juste pour répondre commencer à donner un début de réponse à Madame Barthélémy, concernant, en fait, je pense que tu te poses la question de l'harmonisation des pratiques des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc la dernière réunion qu'il y a eu avec les services de l'État, et à laquelle j'ai assisté, il était question que la DGEFP porte elle-même un programme de professionnalisation de ces acteurs qui permettrait d'harmoniser les pratiques dans toutes les régions.
et avec l'ensemble des opérateurs. Donc on attend confirmation, mais en fait l'objectif ce serait plutôt celui-là. Voilà. Une dernière question. Ma question sera relative aux centres d'orientation et aux conseillers d'orientation. Puisqu'on a vu que les centres d'orientation vont intégrer le service public régional de l'orientation. Alors, je ne me suis pas présentée. Marie-Clotilde Hardy-Dessources, présidente du GRETA Centre et Nord-Atlantique et chef d'établissement du lycée, le proviseur du lycée Acajou 2. Donc, à double titre. Donc, ma question concerne les conseillères d'orientation et les centres les CIO qui sont rattachés, me semble-t-il, au service public régional d'orientation. Voilà. Ces structures sont rattachées au SPO actuel, mais le SPRO à venir n'est pas encore. D'accord, mais ils seront éventuellement rattachés. Ils sont déjà. Bon. Alors, j'ai vu tout à l'heure, dans les statistiques qu'on a données, 19% de personnes souhaitent changer d'emploi sans vraiment savoir où ils veulent aller. J'ai vu aussi qu'il y avait une lassitude dans le travail. Et quand on fait la comparaison entre le monde professionnel, donc la formation continue, et la formation initiale, on voit bien que beaucoup de jeunes ne savent pas quel métier choisir. Ma question est de savoir, les conseillères d'orientation, quel sera leur devenir? Est-ce qu'elles vont rester dans les établissements scolaires dont on en a grand besoin? Et on en aura aussi besoin au niveau de la formation continue. Or, la problématique du métier lié au développement économique, les compétences nécessaires pour pouvoir évoluer au niveau de la formation continue et déjà les compétences nécessaires pour pouvoir s'orienter quand on est dans un établissement scolaire. Si on met à mal ce dispositif dans les établissements scolaires, nous allons encore rencontrer beaucoup plus de difficultés au niveau de la formation continue. Donc, quid de cette intégration des CIO au niveau du service et que deviendra le service d'orientation dans les établissements scolaires qui demeure quand même l'orientation au cœur du dispositif et de l'éducation? Alors, je ne vais pas répondre sur le fond à vos questions, mais je voudrais juste donner un éclairage sur la loi du 5 mars qui ne parle pas directement des CIO, mais en creux en parle. Et je sens dans votre question que vous avez l'impression que la loi a oublié de parler des CIO à propos du Conseil en évolution professionnelle. Moi, la lecture que je fais sur ce sujet, c'est que la loi du 5 mars a clarifié une prestation adaptée pour les populations sur le marché du travail et n'a pas imposé aux CIO de se positionner sur le Conseil en évolution professionnelle. Les CIO sont positionnés sur la formation initiale, avec des problématiques d'orientation de la formation initiale. Donc, l'avantage de cette loi, c'est qu'elle distingue les deux publics, les jeunes en formation initiale, les personnes sur le marché du travail. La stratégie de la loi de 2009, avec la labellisation, avait tendance à fondre la problématique dans son ensemble, alors que tout le monde le savait, tous les acteurs le savaient. Il y a une différence nette entre les besoins d'information des jeunes et des familles et l'information des professionnels. Donc, ne nous trompons pas. La loi de la formation professionnelle parle des personnes dans l'emploi ou qui arrivent sur le marché du travail. Elle ne se préoccupe pas des jeunes en formation initiale. Ce n'est pas une loi qui aborde ce sujet de la formation initiale. Le micro. Pourtant, la loi propose de revenir en formation initiale, différée. Donc, la vraie question... Excusez-moi, ce n'est pas cette loi, hein, c'est la loi Payon sur l'enseignement qui a posé ce principe. La loi a simplement dit, si ce n'est pas un retour en formation initiale, la solution, c'est pour l'État d'abonder le compte personnel de formation. C'est à propos du compte personnel de formation que j'ai rappelé ce mécanisme de la loi sur l'enseignement. Mais la loi du 5 mars n'a pas posé ce principe.
Il était déjà posé. Je comprends bien votre distinguo en disant la formation initiale, c'est quelque chose, la formation continue, c'est quelque chose. Mais dans le principe même de la formation est tout au long de la vie. Si au départ, en formation initiale, on ne fait pas comprendre aux jeunes qui sont amenés à être formés, à acquérir des diplômes et à s'insérer, mais que cette insertion ne se fera pas sans une formation continue tout au long de la vie, eh ben on va se retrouver avec les mêmes problématiques de 19% de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, de gens qui sont dans la lassitude et des DIF qui ne fonctionnent pas, des congés de formation ou encore des plans de formation qui ne vont pas fonctionner parce qu'on n'a pas compris que la formation est tout au long de la vie. Donc c'est bien la problématique que je veux poser là. Le sens de l'information et de l'orientation dès la formation initiale, pouvant permettre justement à ceux qui sont insérés dans le monde de l'entreprise en lien avec les besoins économiques, d'avoir la nécessité et l'obligation de se former. Parce que la formation, elle est tout au long de la vie, il faut le comprendre dès la formation initiale. Une remarque, Myriam? Je partage complètement votre point de vue. Et simplement, ce message-là, ce n'est pas que l'affaire des jeunes, hein, c'est l'affaire des professeurs, c'est l'affaire de beaucoup de monde. Et ça, le discours sur la formation professionnelle tout au long de la vie, c'est un discours, je pense que tous les acteurs qui sont ici, ils sont très sensibles. Donc la volonté de cloisonner n'est pas là. La volonté de cloisonner n'est pas là. Je dis simplement que la prestation de conseil en évolution professionnelle est à destination des relais d'accueil des publics qui sont sur le marché du travail. Voilà. Alors, une remarque, Myriam? Je vais juste rajouter une petite précision. Donc en fait, effectivement, la loi distingue le service public de l'orientation qui reste à l'État. Donc l'État est en charge de l'orientation des scolaires, donc les élèves et les étudiants. Et la région est en charge du service public régional de l'orientation, c'est-à-dire les personnes sur le marché du travail, demandeurs d'emploi, salariés, etc. Mais ça renvoie à la question de la gouvernance. Donc le travail est à faire dans les territoires et par le biais de ce qui sera demain le CREFOP. Donc il y a un CCRFP qui a une commission orientation tout au long de la vie en Martinique. Et donc aujourd'hui, les travaux qui sont menés au sein de cette commission visent justement à anticiper la mise en place du service public régional de l'orientation, tout en gardant la passerelle, puisqu'il y avait des travaux qui ont été faits dans le cadre du SPO par les différents, acteurs du groupement qui était composé du Pôle emploi, de l'éducation nationale et des missions locales. Donc l'idée, c'est de travailler à la mise en place de passerelles entre l'initial et le continu, par exemple. Et donc, ce sont des travaux qui sont tout à fait en cours et qui sont pris en compte par la Commission. Voilà. Très bien. Max, bien. L'heure tourne. L'heure tourne. Donc, je remercie Marie-Claude Belin. Merci, Madame Chantal Gaillard, pour votre témoignage. Jean-Philippe, donc, nous vous invitons à prendre une pause d'un quart d'heure. Nous revenons dans cette salle pour 11h15.